Bienvenue donc pour cette dernière conférence de l'après-midi, enfin de la journée, avec Pierre Nakache, donc fondateur et dirigeant de la société Assystem, que tu vas nous présenter en quelques minutes, et pour nous parler également d'IoT, de capture de données, d'analyse de données, avec un cas concret dans une usine d'aluminium. Donc voilà, pour bien prévoir, non pas prédire, mais prévoir les pannes avant qu'elles surviennent. Merci Pierre. Bonjour, voilà, ça y est, ça marche. Et bon, merci d'être venus finalement plutôt bien nombreux pour la fin de la journée, c'est sympa. Je vais vous présenter des cas concrets, je vais plutôt être assez simple et plutôt pragmatique dans l'approche à quoi sert cette fameux Internet des objets dans le domaine, dans l'environnement industriel. Voilà. Et puis, vous pouvez m'interrompre même pour poser des questions. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas. J'aime bien plutôt travailler dans cette façon-là en présentation. Ce que je vais commencer à présenter, c'est un état des lieux comment dire, de la technologie. Pourquoi, finalement, aujourd'hui, on parle de ça quand, finalement, la captation de la donnée, l'Internet des objets, finalement, est quelque chose qui n'est pas si récent que ça. Voilà. Le deuxième point que je voudrais aborder, bon, je vous présenterai qui on est, parce que quand même c'est lié au cas d'usage que je vais présenter par la suite. Je vais présenter un cas d'usage un peu spécifique avec une détection d'anomalies, comment on peut aller sur véritablement capter une information pour faire de la prédictive maintenance, pour la prévisionnelle. Et puis je vous présenterai d'autres cas d'usage assez rapidement qui peuvent être intéressants aussi à mettre en valeur. Alors, je commence toujours par une première slide, une première diapositive sur la définition, sur des termes que je vais utiliser plutôt fréquemment là. C'est des termes qui, pour moi, deviennent de plus en plus habituels, mais quand même important de les présenter. Je vais vous parler de Edge Computing et de Cloud Computing. Ça, c'est des choses qui sont très importantes, qui sont finalement fondamentales dans l'Internet des objets actuellement. Pourquoi? Le Edge Computing, c'est très simple, c'est ce qu'on est capable de faire comme analyse, comme traitement de l'information au plus près de l'endroit où on a besoin de le faire, au plus près d'une machine, pour de la maintenance, par exemple. Le cloud computing ou le server computing, on va dire, c'est le traitement de la donnée dans un environnement avec des outils très puissants, consommants, mais qui vont être capables de traiter beaucoup de données, sortir des informations importantes, générer ce qu'on appelle de la donnée, la data, la big data. Voilà, ce sont ces deux entités qui sont souvent en hybridation ensemble. L'IoT, c'est pas parce que j'ai mal de foi, mais c'est l'Industrial Internet of Things, c'est quelque chose qui maintenant commence aussi à rentrer là-dedans, c'est l'Internet des objets spécifique à l'industrie. Bon. Le réseau IoT, vous en avez peut-être, si vous avez suivi d'autres conférences, entendu parler, c'est des réseaux qui vont être adaptés à une connexion massive d'objets, d'accord, et économique en quantité, en alimentation, en énergie. S'ils ne sont pas des systèmes énergivores comme peut l'être le Wi-Fi, par exemple, le Wi-Fi standard, et qui vont permettre de pouvoir véritablement générer un flot de données et en même temps de pouvoir le faire de manière économique, c'est-à-dire un déploiement de ce type-là va se faire sur un environnement aussi grand que cette pièce-là en quelques minutes. Voilà. Le problème, c'est que si vous voulez être économique, en fait, en général, c'est parce que vous ne pouvez pas envoyer beaucoup de données. Et moins vous envoyez de données,
plus vous êtes économique en énergie et en capacité d'aller sur des très longues distances. Donc ça, ce sont des réseaux, vous avez entendu parler, Sigfox, LoRa, il y a Zigbee qui est un vieux système. Enfin voilà, il y a différentes technologies qui servent, Bluetooth Low Energy, j'oublie, hein, qui peut être aussi un réseau de ce type-là. IHM, bon, interface homme-machine, ben, c'est basiquement ce que vous allez avoir. Je vais vous montrer des dashboards, des informations sur des tableaux de bord, mais aussi l'IHM est les alarmes que vous allez recevoir, les envois de données sur d'autres outils qui vont être en lien avec l'homme, avec l'humain. Voilà. Et les deux autres points que j'ai rajoutés, parce que fondamentalement, c'est ce qu'on fait tous les jours, c'est-à-dire le condition monitoring, c'est-à-dire la surveillance des conditions de fonctionnement d'une machine. Eh bien, de base, il faut déjà collecter des informations pertinentes qui vont permettre de générer des alarmes, des dérives, des informations sur les dérives, etc. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le condition monitoring. C'est la base. Sans ça, vous ne pouvez pas faire de predictive maintenance parce que vous n'avez pas de données pour pouvoir aller plus loin. OK ? Et puis, bon, la fameuse predictive maintenance, vous avez remarqué que je dis predictive maintenance et pas maintenance prédictive parce que j'utilise le terme anglais qui, quand on le traduit, n'est pas maintenance prédictive parce que la prédiction, je ne suis pas Madame Irma, hein, donc dans le cas de la predictive maintenance comme est considérée en anglais, c'est plutôt la maintenance prévisionnelle qu'on va utiliser. Mais bon, aujourd'hui, on entend tellement souvent de maintenance prédictive ou prédictive maintenance que il faut bien l'utiliser. D'accord ? Voilà. Juste un point. La prédictive maintenance, quand même, que je définisse, c'est quoi? C'est lorsque vous avez eu tout un tas d'informations, d'être capable de dire tout simplement quand une maintenance doit être effectuée. Voilà. Alors, je me suis permis de mettre en place, j'ai récupéré des informations que je trouvais intéressantes parce que quelque part où on est, et où on va. C'est quand même un point important. Il a été considéré sur ce type de domaine 4 niveaux d'information. Hein. Bon, le niveau, je dirais l'inspection visuelle, je pense que ça a toujours existé et ça existera encore. Hein, voilà. Hein, on vient, on évalue, souvent on peut même avoir des jauges, c'est une inspection visuelle, hein, une jauge qu'on regarde, voilà, c'est un fonctionnement, ça peut être aussi visuel et auditif, hein, le rondier qui va se promener avec son expérience dans une usine va être capable, ou les autres personnes, hein, va être capable de détecter de manière assez rapide ce qui va pas. Voilà, c'est le premier niveau qui est un niveau important et qui, on va dire, tout le reste se base quand même, il faut le garder, sur cette expérience. Hein. C'est l'expérience de toute cette, de ces gens, de ces hommes et ces femmes qui ont été capables d'accumuler des données, peut-être empiriques au départ, mais quand même importantes. Voilà. Bon, le deuxième niveau, c'est on vient avec un appareil et on vient appuyer sur l'endroit qui va bien pour prendre la mesure vibratoire, prendre une mesure de température ponctuelle avec une certaine expertise derrière et collecter comme ça des informations plus haut niveau que le visuel ou l'auditif, je dirais standard, ne va pas pouvoir faire. Le troisième niveau, c'est le condition monitoring. Voilà. C'est la surveillance en temps réel. C'est-à-dire qu'on va venir positionner des capteurs, on en a entendu parler tout le long là, de ces 2 jours, des capteurs qui vont collecter des données, et ces données-là sont en temps réel envoyées régulièrement et traitées ensuite pour envoyer des alarmes et générer des informations de suivi sur des outils comme la GMAO ou autres. Voilà. Puis le dernier niveau, qui ne peut pas être effectué. C'est pour ça qu'il n'y a pas de ligne coupée. Il ne peut pas être effectué s'il n'y a pas eu le niveau 3, 2 ou 1 avant. C'est illusoire d'arriver en disant je vais faire de la prédictive maintenance
quand on n'a pas, voilà, qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas d'expérience et qu'on n'a pas des outils pour le faire. Voilà, on parlera. Sur ce schéma-là, enfin, là aussi, je trouvais que c'était intéressant. C'était quelle est l'adoption, la maturité au niveau des industriels d'une manière générale, sur quels sont les niveaux qu'ils ont, je dirais, sur lesquels il y a une évolution. Ce qui était très intéressant sur ce point-là, c'est qu'entre 2017 et 2018, il y a un effort important qui est en train de se mettre en place sur le niveau 2, c'est l'inspection. C'est-à-dire qu'on commence à passer du niveau visuel standard à déjà regarder, commencer à s'intéresser à comment fonctionne un peu plus précisément, avec un œil un peu plus expert, comment fonctionne la machine. D'accord ? Le niveau 3, eh ben, n'évolue pas, on va dire 22-20%. Ça reste encore quelque chose qui, malgré tout, n'est pas si développé. Et globalement, vous le verrez, je suis, comment dire, un peu... je pousse un peu là-dessus. Je pense qu'il faut d'abord commencer à surveiller avant de... Donc, il y a beaucoup de choses à surveiller qui n'est pas encore surveillé. Donc, il y a vraiment un gros travail à faire dans les usines à ce niveau-là pour passer au niveau 4 qui est la prédiction de panne. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, le premier problème, c'est déjà de pouvoir être capable de suivre un paramètre physique, d'être capable d'en déduire une anomalie, hein, et ensuite d'avoir une mise en place de seuil. Déjà, cette partie-là va permettre de faire des choses qui vont être très intéressantes. Et croyez-moi, moi, j'étais le premier surpris quand j'ai créé la boîte. Je ne m'attendais pas à ce qui est autant de besoins, tout simplement parce que les appareils n'ont pas un an d'âge, hein, et ce sont souvent des appareils qui ont entre 17-19 ans, hein, en France, la moyenne d'âge du parc industriel, qui marche très bien, mais qui a besoin de collecter des informations. D'accord ? Donc voilà. L'autre objectif, et je vais essayer aussi de faire un peu ma promotion, hein, je suis pas, hein, sur essayer d'éviter que ça coûte, ça charge beaucoup quand on vient mettre en place ce type de solution, et surtout éviter les perturbations. D'accord ? Pourquoi maintenant l'Internet des objets, c'est-à-dire un produit qui est, on va dire, autonome, intelligent, est capable de fonctionner, voilà, autonome, hein, fonctionner très longtemps, c'est qu'en fait, les technologies sont matures sur ces 3 paramètres. J'essaie de synthétiser vraiment là-dessus. C'est d'être capable de faire de l'intelligence, enfin du traitement de l'information embarqué dans un petit objet, de le faire de manière économe, c'est-à-dire ne pas devoir le brancher constamment pour qu'il puisse générer des traitements consommants, d'accord ? Donc faible consommation. Et le troisième point, c'est cette maturité qu'il y a sur les réseaux sans fil aujourd'hui. Donc l'architecture standard de l'Internet des objets, c'est des capteurs intelligents ou pas intelligents au demeurant, hein, qui vont collecter cette information sur un réseau sans fil qui va avoir un flux réduit, donc pas trop de données, donc pas de saturation de l'information, la capacité de sécurisation aussi, etc. Hein. L'avoir un pendant soit sur un serveur dans le cloud, soit directement, comme dans certains cas, assez souvent demandé d'avoir véritablement son serveur directement finalement dans l'usine, parce que les gens ne veulent pas avoir des données qui sont sorties. Mais enfin, bon, un serveur puissant de collecte de l'information et puis une interface. Voilà. Bon, basiquement, voilà l'architecture simple. Aujourd'hui, ce qu'on est capable de faire et ce qu'on fera demain, parce que je reste quand même
convaincu que l'avenir de la prédiction de panne, enfin c'est de l'avenir, il y a des choses qui se mettent en place intéressantes, mais c'est encore un champ complètement ouvert, d'accord. Bon, on est capable d'informer d'une anomalie, d'accord, mais on pouvait le faire avant. Mais maintenant, on peut le faire plus simplement, sans fil, etc. Ça, c'est bien. On est capable de connecter un parc industriel. Ça aussi, on pouvait le faire avant. On tirait des câbles, on mettait en place des choses. Maintenant, on peut le faire encore plus facilement parce qu'il n'y a pas de fil, c'est peu cher. Enfin bon, dans le déploiement, c'est vraiment des coûts qui sont petits, hein, ridicules. Ensuite, la deuxième phase, c'est indiquer la cause de la panne. Ça commence déjà à devenir un peu plus compliqué. C'est-à-dire, est-ce qu'un état vibratoire, je vous présenterai, ma technologie est basée sur l'état vibratoire et sonore, ultrasonore. Hein. Un état vibratoire, c'est bien, mais savoir c'est un problème d'équilibrage, un problème de lubrification, est-ce que c'est un problème d'alignement, d'usure de roulement ou d'autres choses, enfin d'engrenage, ça devient déjà intéressant de savoir quel est l'organe qui commence à faiblir. D'accord ? Là, c'est déjà un peu plus évolué. Être informé au plus tôt, c'est pas de la prédictive, c'est plus on est sensible, et je vous montrerai le schéma par la suite, mieux on va pouvoir suivre des indicateurs qui vont aller vers la panne. Et puis, le plus précisément possible, c'est-à-dire, là aussi, je prêche ma paroisse, hein, plus vous avez de données, plus vous êtes capable de caractériser les choses. Même si, au bout du compte, vous avez une alarme qui dit « ça ne fonctionne pas », derrière, il faut qu'il y ait quelque chose derrière qui soit suffisamment alimenté pour savoir et caractériser quel est le problème. Okay ? Voilà. Et tout ça, c'est pour l'avenir, prévoir la panne et dire quand est-ce qu'on doit la réparer. Voilà. Ça, c'est une source qui vient de ST Microélectronique, hein, qui sont des fabricants de composants. J'ai montré je trouvais que c'était pas mal parce que finalement, vous voyez que le visuel ou l'auditif ou l'odeur, hein, le smoke, hein, donc la fumée, va vous indiquer des informations qui sont très tardives. Vous allez avoir souvent quelques minutes ou quelques heures. Il faut vite s'en occuper, il faut tout arrêter. Est-ce que ça, c'est du prédictif ? Je ne sais pas. Mais c'est déjà un élément qui, si vous passez et que vous avez des informations, c'est quand même plutôt sympa. La chaleur, hein, la température, rien qu'une sonde de mesure de température sur un moteur est déjà un indicateur énorme. Vous le savez tous, je pense. Le bruit, un produit, quelque chose qui commence à mal fonctionner, là, on commence à avoir, rien qu'avec notre pauvre oreille, être capable déjà d'avoir des indications plutôt intéressante sur ce qui se passe. Okay ? Et puis, le courant, hein, une pince ampérométrique, des informations sur le courant, l'intensité, etc. C'est des choses intéressantes hein, qui indiquent des problèmes. Et puis, la partie vibratoire et encore plus en amont, la partie ultrasonore qui va permettre de vraiment regarder des choses en très en avance de phase, en avance de problème. Et ça, je crois qu'il y a des gens là, demain, des personnes de UE System qui vous présenteront des technologies sur l'ultrason et qui développeront là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons ce type de capteur. Ce sera demain, effectivement. C'est ça. Hein, ils ont des gens qui ont des grandes compétences là-dessus. Voilà. Maintenant, je vous montre qui on est et je vous présente le cas d'usage qui en découle. Voilà, donc société qui a 3 ans et quelques. Hein. On a plutôt travaillé sur du développement technologique et on a véritablement commencé à commercialiser en fin d'année dernière, à peu près à cette époque. Nous avons aujourd'hui plutôt un assez grand nombre de mises en place de notre technologie, avec même des déploiements, notamment sur le cas d'usage que je vous ai présenté. On a un outil, la partie cloud computing, maintenant que je peux en parler, la voilà, hein, c'est truffé de capteurs, je vous montrerai la liste très rapidement de capteurs qu'il y a dedans, et qui vient se positionner sur la machine, déploiement d'un réseau, et ensuite un dashboard, un IHM, avec des alarmes qui sont générées. Et tout ça
en capacité à être envoyés sur vos propres outils de monitoring, hein, des MES, et des GMAO ou autres. Hein. Notre technologie est finalement simple d'utilisation, mais complexe dans son œuvre. Hein. On vient, on positionne sur une machine, quelle que soit la machine, il va apprendre le fonctionnement et générer une signature de fonctionnement, une empreinte de fonctionnement avec beaucoup de caractéristiques, plus d'une 60aine de caractéristiques, qui va donc caractériser le système et pouvoir véritablement avoir un suivi poussé et fin de la machine. Comme je vous avais dit, donc là, on a toute une liste de capteurs embarqués et de capacité à intégrer aussi des capteurs analogiques. Bon, gardez juste à l'esprit que ceux qui vont générer le plus d'informations, vous le savez tous, c'est la partie vibratoire, et encore plus d'informations, c'est la partie sonore, ultrasonore, où là, vous allez, comme je vous l'ai dit, être capable d'avoir très en amont des informations, mais aussi des informations sur des détections de fuite ou d'autres éléments qui vont être liés à de l'analyse dans des environnements un peu plus complexes. Voilà. Voilà. Là, c'est un exemple justement chez Trimet, hein, la présentation où vous avez donc l'appareil qui est positionné avec son petit capteur externalisé, c'est-à-dire que nos capteurs sont dans ce petit boîtier, mais parfois il faut vraiment être très très petit pour positionner au bon endroit. Donc on a juste mis un petit stéthoscope là pour aller vraiment dans le coin. Autonomie, avec 2 piles AA, on va tenir, malgré toute cette intelligence, entre 3 et 5 ans. Si on prenait une mesure par heure, on est capable de prendre des mesures toutes les X secondes, hein, c'est pas le problème, mais après, évidemment, ça s'écroule au niveau autonomie. Et bon, voilà, on travaille sur du LoRa. Hein, et voilà. Donc je vais passer, c'est bon, je peux maintenant passer sur le cas d'usage. Voilà. Le cas d'usage, c'est la société ça c'est moi. C'est la société Trimet qui est un fabricant d'aluminium. On est en phase maintenant de déploiement chez eux, hein, sur tout un d'autres cas d'usage. Mais ces personnes-là sont venues nous voir parce que il y avait un gros problème, c'est que ils fabriquent des cathodes. Des anodes pour l'électrolyse je ne suis pas un grand spécialiste, mais pour générer de l'aluminium à partir de la matière première. Donc ils travaillent dans des conditions très compliquées, c'est la poudre de carbone, on est vraiment sur des choses qui sont pas simples, où les gens ne vont pas facilement sans un masque et un tuba. Donc le cas, c'était vraiment cette problématique-là. Ce sont des appareils qui sont très anciens. Ça aussi, l'idée reçue de dire on va mettre ça sur un appareil neuf pour être sûr que ça fonctionne, qu'on est en train de prendre quelque chose là-dedans, n'ayez pas cette idée reçue. On peut travailler, et au contraire, il faut travailler sur des appareils qui sont anciens, qui ont vécu. Malgré tout, on a déjà des éléments qui sont intéressants. Okay, c'est ce que je vous montrerai. Donc voilà. Et puis le troisième, donc je vous ai parlé des 2 problématiques, anciens, compliqués, problématique environnement difficile, donc le deuxième. Et le troisième, c'est qu'il y avait une inquiétude du chef de production sur l'adhésion de son équipe. Bon, c'est compréhensible, se demander si un outil qui était dans sa poche ou sur son ordinateur ou sur sa tablette était quelque chose que les gens allaient voir. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé ça sur tout un tas d'appareils. Alors, je vous montre que la dizaine sur lesquels les premiers qu'on a positionné, où on a positionné le système. Et il nous a demandé de mettre un grand écran comme ça. Ils ont mis un grand écran dans la salle de repos. Et ils avaient des indicateurs. C'était la première chose qu'ils ont voulu mettre en place. Donc on a fait un dashboard, un tableau de bord, dans lequel il y avait très simplement ça marche pas. Il y a un problème et depuis combien de temps ça a fonctionné en taux d'utilisation par semaine, puisque ce sont des gens qui travaillent dans la semaine. Okay, tout simplement. Ce qui était très intéressant, c'est qu'au bout de 15 jours, les équipes ont commencé à vouloir avoir accès à ces données-là depuis leurs outils informatiques.
jusqu'à même leur téléphone. Ce qui quand même, on a été plutôt surpris et heureux de voir que finalement c'était un outil qu'ils appréciaient, qu'ils avaient besoin d'avoir, évidemment. Avoir évidemment aussi les alarmes et les choses qui sont envoyées soit par SMS, soit par email. Okay, le point, c'est que ils avaient accès à des informations très générales, d'accord, sachant que derrière, il y a beaucoup de choses, je vous montrerai après, pour de l'analyse fine. Parce que là aussi, beaucoup de nos clients sont contents de ne pas être perturbés et envahis par des données parce qu'ils n'en ont pas le temps. D'accord, mais par contre, quand il y a un problème, ils sont bien contents quand même et ils ont besoin d'avoir des informations précises de ce qui s'est passé et de pouvoir avoir un œil expert pour analyser les choses. Okay, donc là, typiquement, un cas où on est capable de savoir sur un réducteur, un gros réducteur bien sûr, mais un réducteur, la sévérité générale. Et puis des informations qui sont normalisées, hein, c'est des normes ISO sur la partie équilibrage, alignement, et puis l'ultrason pour les problématiques de lubrification. Okay, après, ils nous ont rapidement demandé, au bout de quelques mois, de pouvoir sortir des données. Comme on savait que l'appareil fonctionnait ou était en arrêt, ils avaient besoin d'avoir des informations plutôt production. Bon, c'était quand même quelque chose. Alors, on n'est pas dans le process, hein, on ne veut pas y toucher. Par contre, cet appareil-là est capable de dire combien de temps le matériel a fonctionné par semaine, par heure, etc. Pardon, vous vouliez... allez-y. Bon, je peux venir à côté. Je prends donc l'exemple de ce qui s'est passé sur un broyeur. Il y a eu une alarme qui s'est passée je l'ai marqué, le 17 janvier de cette année. Une alarme qui était liée, je le montre, alors l'appareil est ancien, hein, je l'ai vu, plus de 10 ans, je crois qu'il a plus de presque, bon, le réducteur avait plus que ça. Et on avait pris l'apprentissage au moment où on l'avait mis en place, il y a 8 mois auparavant. Alors, vous voyez, là on rentre dans le domaine expert, parce que c'est quand même important. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on avait positionné une alarme en vibration par minute. Vous savez qu'un broyeur, ça ne broie pas n'importe quoi, ça broie tout et n'importe quoi, pardon, avec des capacités de broyage parfois compliquées, etc. Donc vous avez quelque chose qui vibre et qui a une amplitude de vibration importante. D'accord ? Donc on avait positionné, je crois, à 25, ça devait être 25 mm par seconde, un point en disant une alarme quand il y a ça. D'accord ? Donc l'alarme s'est déclenchée, il y a eu quelques autres alarmes, mais peu importe. Mais ce que vous voyez ici, si je peux, voilà, ici, alors, où es-tu ? Je suis paumé. C'est pas grave. Parce que la grosse flèche orange, vous voyez qu'en fait, avant, il y a eu quand même une montée régulière de la vibration. Bon, intéressant. Ces gens-là sont intervenus, ont vu que finalement l'engrenage était usé, il fallait vraiment le changer de suite. Ce qu'ils ont fait, d'accord ? Ce qui est intéressant, et je passe là-dessus, donc, où j'ai éliminé les autres, parce qu'en fait c'est une vibration 3 axes, hein, on prend la partie vibration 3 axes, donc il y en a un des axes qui était pertinent. Là c'est une analyse Kurtosis sur ce système-là. Ce qui est intéressant, alors Kurtosis, c'est basiquement, vous allez avoir toutes les anomalies, les coûts qui vont arriver de manière par inadvertance vont être détectés. D'accord ? Ce qui est intéressant, c'est que 2 mois avant, on commençait à voir des choses qui se passaient. Okay ? Et puis ça a commencé à se dégrader au bout de, là, ça va faire quasiment 1 mois après, vous avez vraiment là le système qui a commencé à générer l'engrenage, il râpait bien, d'accord ? Donc il y a eu l'alarme qui s'est passée 1 mois après, et donc ils ont arrêté, vous voyez l'arrêt, juste là, et puis ils ont remplacé. Alors nous on a eu très peur parce qu'on n'y connaissait rien, parce qu'on a vu quand même que ça générait, parce que l'empreinte de fonctionnement on l'avait pris au départ, on n'avait pas changé, ça générait quand même pas mal de problèmes.
Mais en fait, bon, ils nous ont dit, non, vous inquiétez pas, c'est le rodage, voilà, ça se rôde, ça met un peu de temps. Bon, ben, on a vu la partie rodage, et puis ensuite une ligne bien plane sur ce point-là. Ce que je voulais juste vous montrer sur cet exemple, c'est que avant de commencer à faire du machine learning, de l'intelligence artificielle, de la collection de différentes informations pour faire de la prédiction de panne, des outils comme ça vont déjà vous permettre de pouvoir suivre et s'arrêter avant qu'il y ait des problèmes et quand même avoir 1 mois, 2 mois, ce qui n'est pas négligeable pour se retourner. D'accord ? Voilà. Les autres exemples, je vais passer rapidement, hein, j'ai fini ma présentation, c'est que je voulais montrer les autres endroits où nous avons positionné les points. Là, j'ai le droit de parler de cette partie-là, c'est à Rouen. Donc là, c'est sur une usine de fabrication de moteurs. Là, ce sont des pompes des pompes à queue de cochon. Bon, ok. J'ai du mal. Donc là, sur des résines importantes, là, on a eu un problème, justement. Ils ont eu un problème qui a été détecté. On venait juste de le mettre et on a détecté une mise en place de la polymérisation de leurs produits à l'intérieur. Alors, pour le coup, 2 heures avant. Mais bon, ils ont été contents et ils ont positionné le système là-dessus. Là, on était vraiment sur des cas, pas celui que je vous montre, mais d'autres cas très complexes. On a vraiment des machines avec des cycles de fonctionnement aléatoire qui s'arrêtent, qui démarrent, avec des cycles très courts. Donc des choses un peu compliquées. On a plutôt été avec un grand succès sur notre technologie là-dessus. Là, c'est sur... c'est aussi une autre... C'est plutôt dans le nord, là. Quoique je peux aujourd'hui le présenter, puisqu'on a eu on a le droit de communiquer, c'est Arcelor. On a positionné là sur des surveillances de laminage. Voilà. Et sur des refroidissements de primaire et secondaire, des pompes. Hein. Là aussi, ce qu'ils voulaient, c'était quelque chose d'assez simple à mettre en place sur des anciennes machines. Là, ça c'est plutôt l'injection plastique. Je ne peux pas vous donner l'information de qui c'est, mais c'est des gens qui font des moules, qui font des pièces à partir de moules à injection. Voilà. Ici, c'est dans le cas d'une là, pour le coup, c'est une industrie, on va dire, industrie pharmaceutique, mais bon, on a exactement les mêmes types de systèmes sur des gens qui fabriquent de l'électronique ou des choses comme ça. Voilà, c'est du traitement de l'air, on positionne le système, et pour eux, c'était important d'avoir sur cette partie-là, sur cette partie-là qui est à l'intérieur, une information si je dirais le système commence à se dessouder, s'il y a des courroies qui commencent à fatiguer, etc. Hein. Là-dessus, je suis sur l'agroalimentaire, donc pompe de liquide alimentaire et des palettiseurs. Voilà. Ici, c'est sur des compresseurs. Vous en parliez tout à l'heure de compresseurs. Voilà, donc on positionne notre technologie et capacité de très rapidement avoir des informations assez importantes sur le fonctionnement et l'état de fonctionnement de ces machines. Voilà, et puis j'en ai fini avec mon petit tour de cas d'usage. Là, c'est sur un agitateur dans l'agroalimentaire, un gros agitateur qui est sur les toits. Pour pouvoir, et là aussi on a détecté des anomalies qui étaient plutôt pertinentes et là ça a été plutôt lié à des problèmes de batch, de fonctionnement et de dysfonctionnement des pales d'agitation. Voilà. Voilà, j'en ai fini moi sur mon tour de points. J'espère que j'ai été clair. Je suis très heureux si vous avez des questions. Si vous n'avez pas, bon, je ne remplirai pas les discussions, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Donc n'hésitez pas effectivement à poser des questions. Voilà, première question. Bonjour. Moi j'ai une question parce que je suis déjà allé à une conférence sur les IoT. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes rendu au niveau de la sécurité des données?
Alors, très bonne question. Je veux dire, c'est important, je l'ai passé assez rapidement. La sécurisation est très importante. Enfin, on doit crypter les données, tout ça. Pourquoi on a choisi le réseau LoRa? C'est parce qu'on déploie notre propre réseau privatif dans une usine. Et on crypte toutes les informations depuis les balises jusqu'à la passerelle LoRa, qui collecte les informations, puis ensuite sur le serveur. On est, par exemple, dans certains cas, au niveau militaire, amené à positionner ce serveur directement, ce qu'on appelle on-premise, c'est-à-dire directement sur le site pour pouvoir éviter justement les diffusions de ces données-là, parce que vous comprenez bien que des données de production, des données de fonctionnement constituent un élément extrêmement important là-dessus. Donc la cryptation, le système est crypté de manière d'assez bon niveau. On a eu l'aval quand même de groupes militaires, voilà, et puis on travaille avec des gens comme Airbus qui sont plutôt pénibles. Renault promet que c'est des gens pas simples, et ils ont raison. Pardon, s'il y a quelqu'un de Renault, pardon, je suis désolé, mais c'est vrai, vous avez besoin d'avoir ces informations-là et d'être s'assurer que... Disons qu'ils sont très exigeants sur la sécurité, la cybersécurité. D'autres questions? Justement, alors... Okay. Bonjour, merci pour la présentation. Petite question concernant le délai d'intégration des données par rapport à l'autonomie des objets quand ils ne sont pas connectés, alimentés en filaire. Alors, quand vous parlez de délai d'intégration... Oui, en fait, le délai entre deux mesures, vous évoquiez plusieurs années, mais à condition d'avoir une donnée toutes les heures. Et est-ce qu'une donnée toutes les heures, ça satisfait les clients et les besoins par rapport à... Parfois oui, parfois non. En fait, ce qu'on a intégré, là aussi, je vous remercie. C'est pas un truc que je dis de manière rhétorique, mais je vous remercie de la question parce que c'est important. En fait, effectivement, moins on prend de mesures, plus on dure longtemps. On peut, demeurant, intégrer de l'alimentation, ce qu'on a fait pour certains cas, pour avoir vraiment des mesures tout le temps. Okay. Ce qu'on a intégré comme technologie, c'est un réveil à l'événement. Là aussi, c'est quand même très innovant et plutôt pertinent. C'est-à-dire que vous allez, par exemple, vous dites, bon, moi j'ai besoin d'une mesure toutes les 20 minutes. Ça va durer déjà plus de 2 ans, déjà, si on prenait une mesure toutes les 20 minutes. Eh bien, par contre, je veux quand même m'assurer que je la prends quand il fonctionne, et puis m'assurer qu'il fonctionne, savoir quand est-ce qu'il fonctionne, le top quand il fonctionne. Donc on a intégré un réveil. L'appareil va se réveiller en l'état vibratoire. Un exemple. Il y a d'autres moyens de réveil, mais celui-là, par exemple, dans le cas, il va évaluer s'il est bien dans sa signature de fonctionnement et prendre une mesure ou pas. Et se rendormir. Donc ce qui fait que même si vous étiez par exemple sur des cas de toutes les quarts d'heure, mais que votre appareil fonctionne finalement 6 mois par an, voilà. D'autres questions? Donc vous avez présenté plusieurs cas d'usage. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité plus réticents que d'autres à ce type de système? On est trop jeune pour encore avoir cette information. Mais aujourd'hui, on se rend compte que tout ce qui est manufacture, tout ce qui est domaine sidérurgique, minier, tout ce qui est environnement pétrolier, enfin tous ces points-là, et secteurs d'activité, je dirais manufacturier, type automobile, aéronautique, etc., sont plutôt matures pour avancer sur ce point-là parce qu'ils ont, ils ont un besoin, peut-être une maturité qui est liée à un besoin et qui est tout à fait pertinent. J'ai l'impression que l'agroalimentaire, et je comprends la raison, parce que le ROI, le retour sur investissement, en cas de panne, est peut-être moins important qu'un moteur de voiture d'une chaîne de production de voitures qui va s'arrêter. C'est normal. Il y a des échelles aussi de coûts liés à le point. Si c'est de l'industrie de process, ça coûte plus cher, à mon avis. C'est ça.
Mais que l'industrie manufacturière, dans certains cas. Process, c'est-à-dire quand vous parlez... Quand c'est en continu, je veux dire, quand un élément de la chaîne. Donc effectivement, l'agroalimentaire est pas mal dans ce cas aussi. Oui. Donc devrait être intéressé par... Il est intéressé, mais une heure de... Tout à fait, hein, mais une heure d'arrêt dans l'agroalimentaire, bon, va pas être le même du même niveau qu'un process en automobile, où un arrêt d'une heure va être un coût plusieurs centaines de milliers, l'autre va être entre 1000 et 10 000 en fonction du process. Donc il y a cette partie-là que je peux comprendre, qui moi me semble être le point fondamental pour décider de ce type de technologie et d'avancer là-dessus. Voilà. Très bien. D'autres questions? Bonjour. Comment est positionnée la France sur cette prédictive maintenance en comparaison de pays européens ou en comparaison de pays étrangers, asiatiques, américains ou autres? En retard, en avance? Je pense qu'on est pas mal. En tout cas, technologiquement, on est plutôt avancé. On a des belles boîtes. On a des belles boîtes qui sont bien avancées là-dessus. Au niveau des structures de plateformes de collecte de l'information et du traitement de l'information en prédictive maintenance, hein, c'est tout ce qui est tout le flot des données, on est plutôt pas mal. Au niveau maturité, je pense que bon, on a vendu, enfin on a déployé notre technologie aux États-Unis. On travaille aujourd'hui sur la partie de Malaisie, Singapour aussi. Je trouve qu'il n'y a pas de grande différence entre les tous. On est tous, enfin vous êtes tous à peu près au même niveau à mon sens. Maintenant, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il n'y a pas d'avancée significative d'un pays ou un autre. Et à cela, il me semble que le patron d'une PMI assez connu en France, qui s'est exprimé là-dessus, sous-traitant de l'aéronautique, très avancé dans l'industrie 4.0, a été très surpris de l'Allemagne, que l'on prend pour exemple, forcément en production, mais qui finalement, au niveau de l'industrie 4.0 et de la maintenance 4.0, n'est pas si en avance que ça. Donc on n'a pas à rougir, en tout cas, des avancées que l'on a dans notre pays. Tout à fait. Et je pense que l'Italie est plus en avance que l'Allemagne sur ce cas-là. Voilà. D'autres commentaires ou questions sur ce sujet? Le temps peut-être une petite dernière, le temps de mise en place, de mise en œuvre, en fonction évidemment de la taille du site et de la complexité de l'environnement industriel, mais combien de temps ça prend finalement? Pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps du tout. En fait, le temps de déploiement du réseau, c'est le fait, puisque tout est préparé à l'avance, hein, évidemment, c'est le fait de brancher la passerelle pour pouvoir déployer le réseau. Ensuite, il y a un temps qui est de venir coller, parce que on colle, nous on n'aimante pas, on préfère coller le système sur le lieu, donc un peu nettoyer et coller quelques minutes. Tout le reste se fait à distance. Peut-être ça, j'en profite justement de cette question pour dire, l'avantage de ce type de technologie, de notre technologie, c'est le fait qu'on va pouvoir paramétrer, contrôler et adapter tout l'ensemble de tout ce qu'on a besoin en fonction de la machine à distance, depuis son bureau. Et on peut même le faire, si c'est des choses assez répétitives, de manière simultanée sur plusieurs centaines de devices. Voilà. Si tu peux le montrer, peut-être. Voilà. Bon, c'est petit et costaud. Voilà. Et intelligent, évidemment. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne fin de journée. Je vous dis à demain.